Merci beaucoup, Yvan, de m'avoir présenté de façon si aimable. C'est un honneur pour moi que d'être parmi vous ce soir, de m'inscrire dans la série de colloques Wright 2016 intitulée La révolution génomique. Je tiens à remercier la Fondation Wright, Thierry Courvoisier, son président, ainsi que le comité scientifique, son organisateur Yvan Rodriguez, qui m'ont invité à participer à ce colloque cette semaine et qui ont constitué un programme de tout premier plan avec des manifestations et des discours. J'espère que vous pourrez voir le son et lumière que j'ai vu hier soir et qui était vraiment tout à fait spectaculaire. Je saisis également cette occasion de remercier Olivier de Zibourg pour le rôle qu'il joue dans ce colloque et pour son rôle très important de journaliste qui apporte la science au public, ce qui, après tout, est l'objectif des colloques de la Fondation Wright et des autres activités de la Fondation. La révolution génomique est un sujet qui arrive à point nommé. Il est excellent d'en parler dans un colloque puisque ces dernières années, nous avons assisté à une véritable explosion de nouvelles technologies génomiques. Comme on vous l'a déjà dit, on a procédé au séquençage de l'intégralité du génome, c'est-à-dire de tous les gènes de l'être humain et de nombreuses autres espèces. Des fonctions ont été identifiées pour des gènes spécifiques et l'on a vu également l'identification des gènes impliqués dans un certain nombre de maladies. Dans le domaine de la neuroscience, qui est mon domaine d'étude, la révolution génomique a apporté des outils nouveaux qui nous permettent de commencer à comprendre comment le cerveau génère des pensées, des perceptions et des émotions. Tout ceci reste encore largement voilé de mystère, mais les outils sont en train d'être mis en place par la révolution génomique et s'avèrent très importants pour nous aider à déchiffrer le fonctionnement du cerveau. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment nous avons utilisé certains de ces outils génomiques pour essayer de comprendre le sens de l'odorat, un des 5 sens qui nous permettent de percevoir le monde qui nous entoure. Par le biais de l'odorat, les êtres humains et les mammifères peuvent percevoir un grand nombre de produits chimiques du monde qui les entoure comme ayant une odeur spécifique. Ces odorants, comme nous les appelons, sont des petites molécules volatiles dont la structure est très différente. Et certaines de ces structures différentes sont perçues comme ayant des odeurs différentes. Le système olfactif, c'est le système qui couvre le sens de l'odorat, et qui est caractérisé par une sensibilité incroyable et un pouvoir de discrimination étonnant. Une toute petite modification de la structure d'une molécule peut en effet changer la manière dont elle provoque une odeur chez l'être humain. Il y a 2 structures que vous voyez ici à l'écran qui se ressemblent beaucoup, et l'une a l'odeur de la poire, l'autre de la banane. Outre ces odorants qui sont perçus comme des odeurs, le système olfactif chez les animaux détecte également ce que l'on appelle des indices sociaux, qui passent par des phéromones. Les phéromones sont des produits chimiques qui sont libérés par des animaux et qui agissent sur les membres de la même espèce pour stimuler des changements hormonaux ou pour stimuler des changements de comportement tels que l'agression ou l'accouplement. Le système olfactif des animaux détecte également les odeurs des prédateurs qui peuvent provoquer une réponse de crainte instinctive. Au fil des années, nous nous sommes penchés en particulier sur 2 questions qui nous sont semblées intéressantes. Tout d'abord, comment se fait-il que l'on puisse détecter autant d'odorants différents? Et deuxièmement, de quelle manière le système nerveux traduit-il ces divers produits chimiques en perceptions d'odeurs différentes et en réactions correspondantes? Les souris ont 2 voies olfactives. La principale, que l'on trouve également chez l'être humain, qui passe par le nez
et l'autre qui est réservé à un organe spécifique de la souris, l'organe voméronasal. La cavité nasale peut permettre de détecter certains systèmes, certains odorants qui se trouvent dans la cavité nasale par le biais de l'épithélium olfactif. Les signaux sont transmis au cortex olfactif. De là, les signaux d'odeur se rendent dans les zones corticales supérieures, qui sont importantes pour la perception des odeurs ou la discrimination entre les odeurs, mais aussi vers des zones plus profondes du cerveau qui contrôlent les émotions et les réactions plus fondamentales que l'accouplement ou le comportement parental. En ce qui concerne en revanche l'organe voméronasal ou VNO et la voie voméronasale détectent principalement des indices sociaux et des informations venant de ces organes se rendent jusqu'au bulbe olfactif accessoire, puis ensuite à des zones profondes du cerveau impliquées également dans les réactions et les émotions plus fondamentales. L'épithélium olfactif du nez contient des millions de neurones olfactifs qui chacun étendent des structures ressemblant à des cordes que l'on appelle des cils, qui sont les endroits où le neurone détecte les odorants présents dans la muqueuse nasale. Dans nos premières études, nous nous sommes demandé comment il se faisait que ces cils puissent détecter des odorants. Quelle était la base moléculaire de cette détection? Dans ces études, Richard Axel et moi avons détecté ou découvert la famille des récepteurs des odorants, une famille qui est la plus grande famille de gènes connue. Les souris ont à peu près 1000 récepteurs d'odorants différents et les êtres humains en ont 300 à peu près. Ça représente 1 à 3% de tous les gènes du génome. Ici, vous voyez une représentation schématique d'un récepteur d'odorant OR dans la membrane, avec 7 domaines transmembranes, donc passe de part et d'autre de la membrane à 7 reprises. Les petites boules rouges détectent les acides aminés qui détectent les protéines, et les autres sont particulièrement variables d'un OR à un autre. Cet élément très variable, cette hypervariabilité dans la séquence des acides aminés de la protéine, est ce qui permet à des OR différents de détecter des odorants différents. Vous voyez ici la représentation schématique d'un récepteur d'odorant. Voici les molécules d'odorant qui finissent par pénétrer dans une poche dans le plan de la membrane formé par la combinaison de ces domaines transmembranes et à ce moment-là stimulent les récepteurs qui activent les neurones de sorte que le neurone transmet les signaux au bulbe olfactif du cerveau. Avec le séquençage du génome humain aux alentours de l'an 2000, nous, avec d'autres chercheurs, nous sommes demandé de quelle manière les gènes OR étaient organisés sur les chromosomes. De façon tout à fait étonnante, les études que nous avons réalisées ont montré que les gènes OR se trouvent sur la plupart des chromosomes humains. Idem chez la souris. Très souvent, on rencontre des groupes ou des grappes de gènes OR, comme vous les voyez ici. Les verts sont des gènes intacts. Alors, chez les êtres humains, ce sont des pseudogènes qui ne sont pas fonctionnels et qui sont représentés ici en rouge. Comme pour d'autres gènes, les gènes OR sont composés d'une série ou d'un brin d'ADN. Lorsque le gène OR est exprimé, comme on le dit, une copie ARN est réalisée de ce gène qui, à son tour, est traduite en protéines. Suite à la découverte de cette famille de récepteurs d'odorants, nous avons trouvé d'autres éléments de cette famille de récepteurs dans cette famille olfactive, y compris une toute petite famille de récepteurs TAR chez la souris et 3 familles de récepteurs
dans l'organe voméro-nasal, les FPR ayant été identifiés par Ivan Rodriguez, ici présent à Genève. La découverte des récepteurs d'odorants, qui est le sujet principal de mon exposé ce soir, a provoqué deux conséquences importantes. Tout d'abord, cela nous a permis de savoir que nous pouvions détecter des récepteurs d'odorants, y compris chez la souris. Et deuxièmement, cela nous a fourni des outils moléculaires et génétiques susceptibles d'être utilisés pour explorer la manière dont le système nerveux traduit les produits chimiques odorants en perception odorante, olfactive. Nous nous sommes donc posé, après la découverte des récepteurs, la question suivante. Comment se fait-il que les signaux venant de 1000 récepteurs différents soient organisés dans le nez et dans le cerveau d'une certaine façon? Dans le nez, comme je l'ai dit, on trouve des millions de neurones sensoriels olfactifs, chez la souris comme chez l'être humain, chacun de ces neurones envoyant un axone unique à une partie du bulbe olfactif du cerveau, pénètre à l'intérieur d'une structure que l'on appelle le glomérule, ce qui permet de transmettre des signaux aux neurones du bulbe cérébral qui sont ensuite envoyés au cortex olfactif. Dans les premières études, nous et d'autres chercheurs avons utilisé des échantillons de gènes OR pour étudier des tranches du système olfactif dans l'épithélium. Et nos études ont montré que l'épithélium olfactif du nez présente une série de cellules qui expriment des ensembles de gènes OR différents. Vous voyez ici 4 zones citées à titre d'exemple ici. Chaque gène OR est exprimé ou exprime un certain pourcentage de ces neurones olfactifs qui sont répartis de manière aléatoire dans ces diverses zones. Lorsque nous avons examiné les gènes exprimés dans des neurones uniques, nous avons constaté que chaque neurone sensoriel olfactif, OSN, n'exprime qu'un des gènes OR qui existent pourtant par milliers. Cette étude nous a montré deux choses très importantes. Tout d'abord, l'information venant d'un OR donné est largement disséminée dans le nez, ce qui montre que les neurones présentant un récepteur pour un odorant spécifique, par exemple la fraise, doivent être mélangés à des récepteurs d'autres odeurs possibles telles que le citron. Deuxième enseignement. Les inputs venant des OR différents sont dissociés, séparés dans le nez, ce qui signifie que chaque neurone du nez envoie des signaux au cerveau qui traduisent la spécificité odorante relative à un odorant donné. Lorsque nous avons examiné le bulbe olfactif du cerveau, nous avons trouvé une situation totalement différente. Nous avons constaté que là, l'axone de ces neurones qui sont répartis dans tout le nez convergent en réalité vers un petit nombre de glomérules à deux endroits différents mais spécifiques du bulbe olfactif. Ces glomérules présentent des emplacements similaires chez des individus différents et on ne comprend toujours pas comment cela est possible. Ivan Rodriguez et d'autres chercheurs spécialisés dans les sens olfactifs ont une petite idée de ce qui pourrait pousser les axones à converger au bon endroit du bulbe olfactif. Ensemble, toutes ces études tendaient à prouver que la famille des OR, où les informations correspondantes étaient fortement distribuées dans le nez, dans l'épithélium olfactif, mais que dans le bulbe olfactif, tout ceci était transformé en une carte sensorielle semi-stéréotypée qui est à peu près la même chez des individus différents. Il faut relever que les deux emplacements
rassemble des informations venant de zones différentes du nez. Il semble donc qu'il y ait des zones qui soient dédiées à un OR spécifique, alors que dans le cortex olfactif, le niveau supérieur de la voie olfactive, les choses changent à nouveau, mais on ne sait pas exactement de quelle manière les inputs olfactifs sont organisés. Apparemment, ils sont à nouveau distribués très largement. Une autre question très importante qui a été posée dès le début était de savoir comment la famille OR génère une multitude de perceptions d'odeurs différentes. Nous avons constaté, lorsque nous avons testé des odorants différents mais apparentés, qu'un OR spécifique pouvait reconnaître des odorants différents et qu'un odorant pouvait être reconnu par des OR, des récepteurs d'odorants différents et multiples. Mais différents odorants étaient reconnus par des combinaisons de récepteurs d'odorants différents, ce qui donne à penser que la famille OR est utilisée d'une manière combinatoire pour encoder des identités d'odorants. Des odorants différents sont reconnus par des combinaisons de récepteurs différents et donc codés par des combinaisons différentes. Chaque OR conserve néanmoins un composant du code pour plusieurs odorants différents, ce qui est un peu en rapport avec la manière dont diverses lettres de l'alphabet peuvent être utilisées de manière différente pour former des mots très différents les uns des autres. Cette étude nous a permis également de comprendre un certain nombre de caractéristiques assez étonnantes de la perception des odeurs par l'être humain. Comme je l'ai déjà dit, les modifications de la structure d'un odorant peuvent parfois changer l'odeur perçue. Nous avons constaté, en prenant des odorants présentant des structures similaires mais des odeurs perçues différentes chez l'être humain, par exemple l'odeur rance et aigre par rapport à l'odeur sucrée et boisée, que dans chaque cas, les structures différentes étaient reconnues par des combinaisons différentes de récepteurs d'odorants. Si vous changez la structure d'un odorant, même un tout petit peu, on peut changer son mode combinatoire qui peut à son tour changer l'odeur perçue. Même si chaque odorant n'était reconnu que par 3 récepteurs différents, ce codage combinatoire pourrait générer, en théorie, des millions de codes d'odeur différents. Ce qui, à son tour, peut expliquer comment il est possible non seulement de détecter un grand nombre d'odorants, mais aussi de les distinguer les uns des autres, même si leur structure moléculaire est assez similaire. Nous avons également constaté qu'un changement de la concentration d'un odorant peut modifier également son code de récepteur combinatoire. Lorsque l'on augmente la concentration, il y a des OR supplémentaires qui sont recrutés pour la réponse olfactive, ce qui peut expliquer pourquoi certains odorants peuvent avoir des odeurs perçues différentes lorsque la concentration varie. Ces premières études indiquaient donc que le code spatial pour un odorant dans le nez était un ensemble distribué de neurones exprimant chacun un composant avec des codes de récepteurs différents, alors que dans le bulbe olfactif, on trouvait une combinaison spécifique de glomérules qui présentait un arrangement identique chez des individus différents. J'aimerais en venir maintenant à des recherches plus récentes entreprises par nos équipes, où nous avons eu recours à des technologies nouvelles. Dans un cas, une nouvelle technologie génomique et dans un autre, une technologie connexe, mais qui utilise des virus pour cartographier les circuits neuronaux dans le cerveau. L'organisation que nous avons découverte dans le nez et dans le bulbe olfactif pose un certain nombre de questions sur la structure du système olfactif, sur sa création au cours du développement. Et l'une de ces questions est de savoir comment le neurone sensoriel olfactif, OSN, n'exprime qu'un des gènes
parmi les milliers qui existent. Les neurones sensoriels olfactifs, OSN, ne vivent que quelques mois, ne durent que quelques mois et sont sans cesse remplacés à partir d'une couche sous-jacente de cellules souches. Ça, c'est le lumen nasal, la surface de l'épithélium en haut. Il y a des progéniteurs qui donnent naissance à des précurseurs de neurones, qui donnent naissance à des OSN immatures, qui à leur tour se transforment en OSN mûrs, matures. Le gène exprimé par ces neurones change d'un type de cellule à l'autre. On ne sait pas toujours de quel gène il s'agit, mais il y a ce que l'on appelle des gènes marqueurs que l'on peut utiliser pour déterminer le type de neurones d'où ils sont originaires. Par exemple, ici, OMP. Pour étudier comment et quand le neurone active un gène OR pour l'expression, Niraj, un de nos postdoctorants, a réalisé une étude sur une nouvelle technologie qui s'appelle le séquençage ARN à la cellule près. C'est une technologie qui permet d'étudier tous les gènes exprimés dans une seule et même cellule. Il a donc pris l'épithélium olfactif de la souris, il a dissocié les cellules en cellules uniques, a mis une cellule par tube, puis réalisé une copie ADN complémentaire, réceptrice de chaque ARN figurant dans la cellule. Il a ensuite amplifié ces ADN pour réaliser une bibliothèque d'ADN. Il les a séquencés, ce qui a permis d'identifier le gène exprimé dans chaque neurone, que l'on appelle le transcriptome, puisque le gène est transcrit en ARN. Nous avons ensuite collaboré avec Lowell Trabnell, qui est un biologue computationnel, et nous avons comparé les transcriptomes de diverses cellules dans chacune de ces quatre grappes ou clusters que j'ai mentionnés, avec une trajectoire linéaire des projecteurs vers les cellules OSN immatures. Et nous avons constaté des vagues de modifications dans les gènes exprimés au cours du développement, depuis les progéniteurs jusqu'aux précurseurs, jusqu'aux neurones immatures puis matures. Et puis, comme vous le voyez en rouge ici, ou dans les couleurs plus claires, on voit ces ondes de clusters de gènes qui évoluent au fur et à mesure du développement. Il y a un total d'à peu près 3000 gènes qui ont été exprimés de manière différentielle parmi les 85 neurones que nous avons étudiés dans cette étude. Donc ces ondes, ces grappes de gènes pourraient contenir des gènes qui sont importants pour ces changements d'un type à l'autre et pourraient modifier la sélection ou l'activation des différents gènes des récepteurs odorants. Alors, pour ce qui est des OR, on les a vus au niveau précurseur jusqu'au début immature, au stade neural, et le nombre d'ARN par cellule qui encode ces récepteurs odorants qui augmentent petit à petit et de façon inégale jusqu'en arriver au niveau des neurones mûrs. La plupart expriment un seul récepteur odorant, alors que certains exprimaient un deuxième ou même un troisième dans un cas. Cependant, on a constaté quelque chose de très différent dans les neurones immatures. On s'est rendu compte qu'il y avait des petites quantités de gènes multiples OR exprimés dans l'étape à la phase de neurones immatures, jusqu'à 12 récepteurs odorants exprimés à cette phase immature.
Alors, ça nous a préoccupés. On s'est dit que c'est peut-être un artefact. J'ai dit, bon, d'accord, on ne va pas valider. Dans le nez, on ne va rien publier. Ça nous a pris pas mal de temps pour pouvoir détecter ces très faibles niveaux d'ARN de récepteurs odorants. Mais finalement, nous y sommes parvenus. Et mon collègue a pu valider l'expression de plus d'un gène OR par cellule dans une coupe dans le nez en utilisant des sondes colorées reconnaissant des ARN OR différents, comme vous voyez ici. Donc, il l'avait surtout dans l'animal néonatal, où vous avez beaucoup de neurones immatures, très peu chez l'animal adulte, où la plupart des neurones sont matures. Donc, comme je l'ai dit auparavant, les gènes OR se retrouvent sur la plupart des chromosomes, chez l'humain et chez l'animal, et ça se présente sous forme de grappe la plupart du temps. Alors on s'est dit, comment obtenir cette expression de gène ER dans un seul neurone? On s'est dit peut-être un seul emplacement, un seul site était activé sur un chromosome particulier et au début il y aurait une expression de faible quantité de gènes OR au même endroit. Mais on s'est rendu compte, ce qu'on a découvert, c'est qu'un seul neurone pouvait contenir des gènes qui se trouvaient jusqu'à 7 gènes sur chromosomes, pardon. Donc apparemment, il arrive à activer ces gènes qui se retrouvent dans le neurone, encore une fois, en utilisant ces sondes bicouleurs. On s'est rendu compte que ces gènes OR exprimés dans le même neurone s'exprimaient toujours dans la même partie du nez ou dans des zones où il y avait un tout petit chevauchement. Et donc, nous nous sommes dit que lorsque les neurones immatures, au début, activent les gènes OR multiples, ils sont limités à des substrats de zones particuliers. Et avec le temps, au fur et à mesure que le neurone évolue, il arrive à exprimer un seul gène OR à l'étape mature. On ne sait pas comment ça se fait. C'est justement ce que nous sommes en train d'étudier. On souhaiterait comprendre les mécanismes pour commencer à activer ces gènes et les mécanismes qui activent le système de réduction, puisqu'on passe de multiples à un seul, avoir une expression chez le neurone mature. Maintenant, nous passons à un autre chapitre. Je vous avais dit que auparavant, dans les animaux, les odeurs peuvent susciter des comportements différents, des changements hormonaux. Alors les phéromones, comment est-ce qu'ils contrôlent les hormones sexuelles? Comment est-ce que l'odeur du prédateur donne lieu à cette peur, et comment est-ce que certains odorants suscitent ces sensations de plaisir, et comment est-ce que certaines odeurs stimulent les appétits? Quels sont les circuits neuraux qui contrôlent tous ces mécanismes? Les souris réagissent tout de suite par une expression de peur s'ils sentent un prédateur, ils ont un comportement de peur, ils essayent de s'échapper, ou s'ils n'arrivent pas à s'échapper, ils s'immobilisent, ils ne bougent plus, et il y a une augmentation dans le sang des hormones liées au stress. Et les êtres humains manifestent les mêmes réactions à la peur et au stress, comme on le voit dans le tableau de Munch à droite. Donc, Kunio Kondo, un autre étudiant postdoctorant, voulait étudier la façon dont ces odeurs de prédateurs peuvent susciter ces réactions de peur. Il a décidé de s'intéresser à un tout petit ensemble de neurones dans l'hypothalamus du cerveau.
les neurones CRH, l'hormone qui libère la corticotropine, et vous les voyez en grappe ici, en bilatéral, dans la toute petite partie de l'hypothalamus. Et ces neurones contrôlent les augmentations des hormones de stress en réaction à des odeurs de prédateurs ou en réaction à d'autres situations de stress ou de peur. On les retrouve également chez l'être humain en cas de peur ou de stress, comme on le voit chez la souris. Donc on s'est dit, en essayant de comprendre ces expressions de peur ou de stress, pas dues à une odeur de prédateur, parce que nous ne sommes pas aussi sophistiqué pour sentir les prédateurs, mais un voisin m'a envoyé un courriel en disant qu'il y avait un ours dans le voisinage, et je n'avais jamais entendu parler d'ours dans le voisinage, donc j'ai un petit peu peur de me promener dans le jardin la nuit. Mais enfin, en général, on n'a pas besoin d'avoir peur des prédateurs parce qu'ils ont davantage peur de nous et nous évitent autant que faire se peut. Alors pour étudier ces circuits neuraux et la réaction de peur aux odeurs de prédateurs, et pour étudier d'autres circuits neuraux, nous utilisons des virus qui ressemblent à la rage de la souche Bartha-Cray dépendante. Donc, ce ne sont pas des virus de rage, ce sont plutôt des virus d'herpès. Et je ne vais pas rentrer dans les détails et pour vous expliquer pourquoi ils dépendent de cette recombinase Cray, mais ce que je peux vous expliquer, c'est que cela affecte un neurone qui a été créé pour exprimer du CRE. Les virus vont se répliquer dans ce neurone et ensuite passer à d'autres neurones en amont, et donc cela va nous donner une chaîne de neurones connectés qui sont en train de transmettre des signaux. Donc l'idée, on la voit ici à l'écran. Si ça vous intéresse, ces circuits olfactifs, on injecte un PRV Cray dépendant dans le cortex olfactif avec les neurones CRH, et il y a réplication, passe au cortex olfactif, l'amygdale voméronasale, au bulbe olfactif, et si on a de la chance, l'épithélium olfactif et au VNO. Donc, ce confrère était intéressé par le cortex olfactif, qui voulait savoir s'il y avait une partie particulière du cortex olfactif, de l'amygdale voméronasale, qui était responsable de la réaction de stress à l'odeur de prédateur. Cela parce que le cortex olfactif, qui reçoit des intrants du nez, est extrêmement complexe et ce n'est pas quelque chose que nous comprenons. Il y a environ 11 zones différentes et on ne sait pas vraiment ce que font ces zones différentes. On a des pistes quant à ce que pourraient faire certaines de ces zones, mais on n'en sait pas trop, et l'amygdale contient également 2 zones différentes. Donc, il a utilisé des PRV Cray dépendantes, les a introduits dans les neurones qui expriment le Cray. Il a attendu un certain laps de temps et il a fait des coupes dans le cerveau pour voir où se trouvaient ces virus après avoir affecté les neurones. Et ce qu'il a découvert, c'est que le virus avait voyagé dans différentes zones, à savoir que les neurones avaient reçu d'autres informations, d'autres messages, d'autres régions du cerveau. Et 31 zones sont en amont et envoient directement ces messages. Et il y a également d'autres connexions indirectes. Donc parmi ces zones, dans le cortex olfactif et l'amygdale voméronasale, mon confrère a découvert qu'un des neurones affectés au PRV dans 5 des 11 zones du cortex olfactif et dans les 2 zones de l'amygdale voméronasale, ce qui nous fait penser, enfin, on ne savait pas vraiment comment ça se passait,
Mais on s'est dit qu'une piste pourrait être la suivante. Ces zones différentes envoient les mêmes signaux relatifs aux prédateurs à ces neurones. Alors, pour explorer cette piste, Cuneo a exposé des souris à 2 odeurs de prédateurs, l'urine de lynx et l'odeur d'un renard, TMT. Et ensuite, il s'est demandé où se trouvaient les neurones PRV dans les zones olfactives qui étaient activées par ces odeurs de prédateurs. Et ce qu'il a découvert, il y avait qu'une seule zone toute petite du cortex olfactif qui a fait état d'une activation de neurones PRV, l'Empire. Et on a été un petit peu étonnés parce qu'on n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Ça existe, ça on trouve dans l'atlas du cerveau, mais c'est une toute petite zone. Et nous nous sommes dit, c'est quand même intéressant. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Est-ce que cette zone participe vraiment à cette réaction à l'odeur de prédateur? Alors, pour creuser cela davantage, Cuneo a utilisé ce qu'on appelle une démarche chimiogénétique. Donc, il a utilisé ce qu'on appelle des DREADS, des récepteurs qui sont activés exclusivement par des médicaments designers. C'est donc un médicament synthétique qu'on appelle le CNO. Et les récepteurs, ce sont des récepteurs qui ont subi une mutation, qui sont affectés et activés par le CNO et suscitent soit une activation neuronale ou alors un étouffement neuronal. Donc, il a injecté un virus, non pas un PRV, mais un autre type de virus, encodant soit le DREAD activé ou le DREAD qui développe ce silence. Et en activant ce DREAD, il a donné de CNO à l'animal. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il a constaté une poussée, une flambée de hormones de stress dans le sang de l'animal. Et il a vu également l'activation de neurones CRH, ce qui lui a fait penser que les neurones dans l'Empire pourraient activer ces neurones CHR et donc activer ces niveau de hormones de stress dans le sang, comme il y a réaction de peur à l'odeur du prédateur. Quand il les a étouffés, la CNO synthétique a donné lieu à une diminution de la réaction des hormones de stress, et donc les deux études nous font penser que l'Empire joue un rôle très important dans les réactions au niveau des hormones de stress, réaction à ces odeurs de prédateurs. Et ce qu'on voudrait maintenant savoir, c'est ce qui se passe avec les autres neurones que nous avons vus impliqués, neurones activé au PRV dans les autres zones du contexte. J'y reviendrai par la suite. Alors, ce qui nous a interpellés, comme je l'ai dit auparavant, les odeurs de prédateurs occasionnent cette réaction de stress et un comportement particulier. Et ce comportement particulier, c'est l'immobilisation. Si l'animal arrive à s'échapper, mais si vous le mettez dans une cage et vous l'exposez à une odeur de prédateur, il va s'immobiliser, s'imaginer que s'il ne bouge pas, le prédateur ne le verra pas. Alors Cuneo a découvert que contrairement à la réaction des hormones de stress où on inhibe l'Empire et cela inhibe la réaction, là, si on inhibe l'Empire, on n'a pas du tout de réaction au niveau du comportement d'immobilisation, que l'Empire est important dans la réaction des hormones de stress. L'autre composante comportementale n'est pas activée par l'Empire. Donc on souhaiterait savoir quelle est l'autre zone du cerveau qui suscite cette réaction comportementale
Et dans un autre laboratoire, on a trouvé une autre zone du cortex olfactif qui serait responsable de ce comportement d'immobilisation en cas d'odeur de prédateur. Alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que les neurones en amont CRH font dans les autres zones du cortex, également dans l'amygdale voméronasale, bien qu'on ait déjà une petite idée quant à ce qui s'y passe. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a découvert, et cela correspond à ce qui a été découvert par d'autres chercheurs dans d'autres études, que certains odorants qui plaisent aux souris peuvent en fait bloquer la réaction des hormones de stress lorsqu'il y a une odeur de prédateur. Et ça a été publié, TMT, qui occasionne également un comportement d'évitement. Donc l'animal va se mettre dans un coin de la cage et ne va pas se rapprocher d'un morceau de papier avec de l'odeur TMT, et que certains odorants peuvent bloquer ce comportement. La souris va aller jusqu'au morceau de papier, va peut-être le transporter dans la cage et même la mâchonner. Donc avec des odorants attrayants, on arrive à bloquer la réaction des hormones de stress à l'odeur de prédateur. Donc, notre confrère John Lee est en train d'étudier dans le cerveau pour voir comment cela fonctionne, comment est-ce qu'on bloque ces réactions de peur ou de stress, qu'est-ce qu'il y a d'autres réactions qui sont bloquées. Et cela nous fait penser à quelque chose dont on a déjà entendu parler, à savoir l'aromathérapie et tout ce qui pourrait nous faire de bien. Alors, il se peut que les effets justement de ces odeurs agréables induisent cette sensation de bien-être, et peut-être à l'avenir on pourra étudier cela de plus près, mais je ne sais pas si on aura une bourse fédérale pour étudier les bienfaits de l'aromathérapie. En tout cas, pas demain la veille. Je souhaiterais remercier tous ceux qui ont participé à ces travaux. Donc, vous voyez leur nom à l'écran. Ils ont participé à mes travaux. Je souhaiterais également remercier nos collaborateurs à l'ERC au Japon, à l'Université de Washington, à l'Université de Californie à Berkeley, au Centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson et à l'École de médecine Harvard, ainsi que nos confrères qui nous ont donné nos souris créées CRH. Beaucoup de ces étudiants post-doctorants ont créé leur propre laboratoire et ont formé leurs propres étudiants et leurs autres post-doctorants. Donc, il y a un effet boule de neige et cela nous permet de mieux comprendre le système olfactif et l'intervention du cerveau. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous faire cette présentation. Merci beaucoup.